un peu moins de temps que ce qu'on avait pensé au départ. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on va sauter carrément les questions de clarification des exposés. Et de toute façon, je pense qu'ils étaient très clairs. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très clair. Donc, moi, je vous propose de faire ça en deux moments. On va d'abord se demander, on a fait un exercice avec une certaine méthode qui vous a été présentée brièvement, mais à peu près, vous avez vu. Il y a un certain nombre de résultats qu'on a entendus soit dans les cas individuels, soit en transversal. Est-ce que ça vous interroge, ça vous surprend? Donc toutes les questions qui sont autour du type de résultat qu'on a obtenu avec ce genre de méthode, qui est donc l'évaluation de l'impact de la recherche, avec le choix qu'on a fait d'une méthode participative compréhensive par étude de cas. Toutes les questions autour de ça, et on se donne à peu près une dizaine de minutes pour prendre des questions. Donc je vais vous demander, vous savez qu'il faut être pas comme moi, il faut être bref, et il faut poser une seule question. Ceux qui ont l'habitude d'en faire trois, je vous couperai après la première. Donc faites pas une longue introduction, allez rapidement, vous justifiez la question et on pose la question. Et vous essayez de les écouter parce que vous allez devoir y répondre. 3 questions. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Voilà. Donc ceux qui veulent les questions, et je demande aux gens qui étaient dans le chantier Impact de ne pas poser de questions, parce qu'on en a déjà discuté pendant 2 ans, donc c'est plutôt ceux qui n'ont pas été qui posaient des questions. On va les prendre par... on va en prendre 5. Alors, je vais donner la parole à des gens... dans le fond de la salle. Je reviendrai à toi après. Non, on va prendre plutôt des gens dans le fond. On va commencer, Muriel. Donc, le micro arrive vers toi, je pense. Oui. Sur comment on introduit des impacts en termes de vulnérabilité et le fait que rien n'est jamais acquis et qu'il y a des retours en arrière possibles. Parce que là, on a présenté beaucoup des inputs, comme si c'était acquis, puis après des outcomes, et comme s'il n'y avait pas de retour, ça ne pouvait pas revenir en arrière. Mais si on prend le cas, par exemple, de la mouche tsetse, on voit que si on est passé complètement à un système où il n'y a que des races qui sont plus trypanotolérantes, que la lutte antivectorielle pour des raisons X, parce qu'il n'y a plus de volonté politique, il n'y a plus d'argent, etc., elle s'interrompt, on passe sur un système qui est très vulnérable. Donc comment on intègre ça dans le fait que y a des retours en arrière? Comment on introduit la vulnérabilité dans l'impact? Merci. On va continuer. Vous continuez à lever le haut. J'ai absolument pas pris. Bernard, j'ai un micro là, mais je peux le passer. Qui c'est qui parle là? C'est Philippe, c'est là. Je suis là, mais j'ai le micro, mais je peux le passer si tu veux. Oui, tu peux le passer. Je suis tout devant. Tu peux le passer. Je te pose ma question après. Oui. Bon, Éric Goët, directeur de l'IR Système de Pérenne. Voilà, au niveau d'une unité de recherche. Donc, alors, Patrick a bien terminé son intervention tout à l'heure en parlant donc de la nécessité peut-être à terme d'envisager l'impact du CIRAD. Et l'impact du CIRAD, c'est avant tout l'impact de ces unités de recherche et de leur action intégrée. Unité de recherche, c'est 50, 100 projets, 200 projets. Donc je voudrais poser, moi, la question de la faisabilité, sachant que je ne pense pas que les personnes soient sous-occupées. Et tout de suite arrêter, on va le retrouver dans la culture de l'impact. Et en plus, comme tu as l'occasion de parler de tes thématiques, donc je pense qu'on va tout à fait le retrouver. Donc on la garde. C'est la question pratique du temps à investir sur l'objet. Ça fait partie, je pense, du dernier temps. Jacques, et puis ensuite François, et puis ensuite Anne-Marie. Philippe a passé le micro. Jacques. Oui, d'abord merci pour les présentations, merci aussi pour nous avoir fait plus réfléchir que rire, ça fait du bien par ces temps-là. Ma question est sur l'objet de l'évaluation qui est organisée avec des partenaires et donc qui se centre sur les attentes des uns et des autres et qui peut-être perd un peu de vue des enjeux plus globaux. Par exemple, les enjeux autour de l'emploi, les enjeux autour de la biodiversité. Donc, est-ce que on se sent, enfin, par le fait de co-organiser cette évaluation avec les acteurs, on ne perd pas une capacité à essayer de regarder plus loin et notamment des risques de plus long terme. Merci. François, et puis Ardev a déjà posé sa question. François? C'est dur, hein? Je suis désolé.
Non, moi je suis que le vecteur de... Donc, moi, ça rejoint un peu la question de Muriel. Effectivement, dans un système complexe, quand il y a action, il y a réaction. Quand il y a impact, il y a contre-impact. Quand il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. En plus, le gagnant d'aujourd'hui peut être le perdant de demain. Pourquoi à aucun moment vous avez posé la question, effectivement, des externalités, des impacts négatifs? Est-ce que ça se suit? Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se met en balance avec d'éventuels impacts positifs à notre sens? D'accord. Anne-Marie? Ensuite, je prendrai une dernière question. Donc, je laisserai libre celui qui sera le plus rapide à prendre le micro. Là, je garde le micro, alors. Par exemple. Merci, Philippe. Oui, merci Bernard. C'est très 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 intéressant parce que moi je suis chargée de valorisation et souvent confrontée... Ah, je croyais que c'était le mot valorisation qui vous avait fait réagir. Pas du tout. L'autre micro. Ouais. Voilà, donc les gens ont compris jusqu'à... C'est parce qu'ils ont interchangé le micro, c'est l'autre. Ok, donc vous avez compris jusqu'à valorisation. Donc moi je suis chargée de valorisation et quand j'accompagne des chercheurs dans le montage et la conception de leurs projets, on a toujours un chapitre qui est assez désagréable et qui est Expected Impact. Et en fait, voilà, donc on essaye de leur expliquer comment, ou de sensibiliser sur la question qu'effectivement, il y a auprès des prescripteurs des attentes en termes d'impact. Et ce que j'ai trouvé dans votre présentation, c'est disons 60% de la solution à mon problème, avec l'idée du chemin d'impact, mais que peut-être il va falloir réfléchir à l'envers. C'est-à-dire que lorsque les prescripteurs nous mettent ou en tout cas comme Horizon 2020, des expected impacts, c'est comment remonter aux questions de recherche s'il faut remonter jusqu'à là. Merci. Donc en fait, tu as déjà la solution, donc il n'y a pas de question. Philippe, tu avais le choix. Alors si tu me permets, Oui. Moi ma question pour tous les gens qui ont travaillé dans les études de cas, c'est la question du biais. On se disait au départ, il y aura un biais parce que vous allez aller voir des acteurs que vous connaissez, etc., pas les autres. Est-ce que finalement, votre retour, c'est il y a un phénomène de biais ou pas? Voilà. Okay. Très bien. Donc on va arrêter là. Je vais essayer d'organiser les questions en essayant de les... Je pense qu'on va peut-être commencer par une question simple. Est-ce qu'il y a des impacts négatifs? Est-ce qu'on est capable, dans notre méthode, de les repérer, ou est-ce qu'on a fait que du positif? Qui c'est qui veut répondre à ça? Vous avez des micros sur les tables, vous pouvez les utiliser. C'est un chantier très très gentleman, vous voyez. Oui, je pense qu'on a tous mis en évidence des impacts négatifs. Hein. Par exemple, si je prends le cas qu'on a présenté, l'augmentation du travail, important pour la production de fumure, ça peut être un impact négatif. Ils sont pris en compte dans le chemin. Nous aussi, par exemple, le fait d'intensifier la filière bovine et d'arrêter le système donc avec transhumance et compagnie, ça fait que, par exemple, la culture Foulani va peut-être petit à petit disparaître. Les agriculteurs périurbains qui vont mettre en place des fermes modernes vont prendre les peuls comme bergers. Donc le troupeau leur appartiendra plus. Et tout ce qui est culturel dans le troupeau va disparaître. Donc nous, on a identifié ça, par exemple, comme un impact négatif. Mais d'un autre côté, s'il faut alimenter la population, on ne veut pas continuer avec des énormes troupeaux qui surpâturent, quoi. Un autre commentaire sur les négatifs. On peut peut-être continuer sur la partie qui était un peu la question de Muriel. Est-ce qu'on peut revenir en arrière quand on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, hein, cette espèce d'effet de bouclage sur la question vulnérabilité, résilience. Oui, je voulais répondre par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre de vue. Je crois que le chemin d'impact, c'est vraiment un exercice de simplification, donc forcément, il n'y a pas tous les éléments. Et donc, il me semble que justement, la question des outcomes, elle est très importante pour essayer de trouver, en fait, il y a des étapes qui sont clés, des acteurs, des dispositifs qui deviennent clés, c'est peut-être là qu'il y a une capacité de résilience ou de lutte contre vulnérabilité. Mais c'est vrai que c'est des éléments qui sont abordés et pas forcément
représentés dans le chemin. Je crois qu'il y a un espace au niveau des outcomes qui est important. Daniel, tu veux? Et après, Jérémy, très rapide. Juste aussi pour indiquer que on ne l'a pas toujours montré clairement, mais dans le chemin d'impact, il y a des retours sur la recherche. Donc les problèmes identifiés, notamment ceux que tu as mentionnés, retournent vers la recherche. Donc c'est un phénomène en boucle aussi. Donc en plus, ça a été posé par rapport au cas de CC, où on a le cas, c'est-à-dire si on tente une éradication et qu'on la rate, c'est catastrophique, parce que si la trypano revient après qu'on l'ait mis en silence et qu'en plus on a des races non trypanotolérantes, on a une épidémie et on tue beaucoup plus d'animaux que si on n'avait rien fait. Mais dans les cas où c'est définitif, comme par exemple à Zanzibar, on observe une augmentation des productions sur le temps long et c'est exponentiel, c'est énorme. Et là, j'ai pas eu le temps de le présenter, mais on est dans une île écologique totalement isolée. Si on éradique les tsetse, elles ne pourront pas revenir. Okay. Je vais changer de question. Juste comme... Tu voulais commenter, Agathe? C'était aussi pour ajouter une précision par rapport à la mesure des impacts. Justement, on se rend compte que le même impact peut avoir un degré complètement différent selon les types de bénéficiaires. Et donc ça, justement, on a vu parmi des producteurs, il y a des gagnants, il y a des perdants, selon les tailles d'exploitation aussi. Il y a des effets beaucoup plus importants sur certains que d'autres. Donc on a essayé aussi de mettre en place des classes comme ça pour essayer de déterminer, avec ce type d'innovation-là, finalement, on touche plutôt ces personnes-là et on a un impact plutôt sur celles-ci. Je vais changer la question. Moi, en tant que membre du groupe Méthodo, je pense qu'il y a une partie qui est importante. Ce n'est pas linéaire, hein, l'impact au sens input, output, outcome, impact. On peut très bien avoir des choses qui se passent dans les différentes cases en même temps. Donc, quand on montre le chemin de l'impact, on vous montre bien l'impact à la fin, mais en fait, les recherches ont lieu dans ces différentes. On peut très bien avoir des bouclages en temps réel, surtout sur des pas de temps long où ce n'est pas des projets, souvent, hein, c'est des grappes de projets sur lesquels on a travaillé. Donc, ces bouclages se donnent généralement en temps réel, si tant est qu'on a une lecture, effectivement, de ces choses suffisamment, j'allais dire, en termes de suivi et évaluation, pour pouvoir réfléchir et réagir dessus. Donc là, l'intérêt, c'est de l'expliciter. Bon, je vais changer la question. On en avait une qui était relativement forte sur, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur des objets trop petits, hein, si je réinterprète ce qu'a dit Jacques, est-ce qu'on ne se donne pas des objets d'évaluation qui sont trop limités aux objets même qu'on a nous-mêmes placés dans le paysage? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de grain et regarder des enjeux plus forts? Qui est-ce qui veut? C'est une question que l'on s'est posée parce que il y a tout un travail de délimitation des cas et c'est un travail long. Dans certaines situations, on a bien eu du mal. Si on prend le cas des IG, donc on a présenté le cas des IG au Brésil, mais le travail qui est fait par la recherche et le CIRAD sur les IG dépasse largement le cas du Brésil. Et donc comment prendre en compte une dimension beaucoup plus large? Alors ça, c'est le premier élément méthodologique. Et effectivement, les choix vont induire aussi des mesures d'impact particulières. Et donc, dans certains cas, on voit bien, et c'est une interrogation que l'on a en ce moment, qu'on a des impacts qui sont sous-estimés, par exemple les impacts environnementaux, que l'on a des impacts qui ne sont pas vus parce qu'on a délimité l'innovation de telle manière qui fait qu'on ne voit pas forcément la photo complète. Et donc ça, c'est une question. La deuxième que l'on doit traiter, mais c'est en cours d'analyse, c'est les questions de changement d'échelle. On les a un peu abordées. Et il faut absolument que dans l'analyse, on puisse traiter des questions de changement d'échelle pour qu'on puisse aborder des questions qui sont plus globales. Et on a des éléments dans les études de cas qui permettent de les traiter, mais ils ne sont pas renseignés de manière systématique. Jérémy, ta présentation a beaucoup insisté sur le changement d'échelle, mais c'est quand même extrêmement important. Si on passe d'une zone à l'autre, si on mobilise d'autres acteurs qui n'étaient pas mobilisés dans le processus d'innovation qu'on a étudié, c'est important d'aussi avoir cette capacité d'analyse pour avoir une vision beaucoup plus objective de ce qui se passe. Oui, je voulais juste ajouter aussi, c'est aussi dans un souci, dans un premier temps, de démonstration de rigueur méthodologique. C'est-à-dire de pouvoir montrer que par une méthodologie avec une causalité complexe où on décompose le processus par le chemin d'impact, on peut arriver à avoir une démonstration de la contribution de la recherche qui soit rigoureuse aussi de manière qualitative et quantitative. Mais c'est-à-dire que ça s'oppose aussi à d'autres méthodes qui sont expérimentales, qui elles s'intéressent à des tout petits projets vraiment micro. Donc là, on a
quand même un objet un petit peu plus large, mais c'est aussi d'arriver sur la scène internationale à dire, regardez, on peut faire de la rigueur à ce niveau-là. Claire, tu voulais... Oui, bah, c'était pour compléter qu'effectivement, ça marche, par rapport à ce que disait Jacques, je crois qu'il y a toute une partie qui est relevée auprès des acteurs, et de fait, les acteurs nous parlent beaucoup d'impact économique. On est obligé parfois de pousser un peu, mais regardez votre plante, vous étiez en train de l'arracher et c'est une représentation de la biodiversité, etc. Ah oui, c'est vrai, tiens, au fait, d'ailleurs, on fait ci, on fait ça. Donc, ça, c'est pas naturel. Et donc, par le biais d'entretien ou par le biais justement d'autres entrées, en fait, d'autres regards sur ces études, on peut arriver à essayer d'inclure d'autres impacts qui n'ont pas été forcément induits par les acteurs. Je crois que c'est important aussi de ne pas se cantonner uniquement, principalement, mais uniquement aux producteurs. On peut changer la question. Donc il y avait la question qui est peut-être déjà un peu abordée là, c'est le biais. Est-ce que quand on a fait nos études, est-ce qu'on n'a pas finalement un biais fort dans ce qu'on a regardé, dans ce qu'on est capable de dire sur l'impact qu'il veut? Ben moi, je vais continuer alors, parce qu'en fait, finalement, nous, c'était une petite indication géographique. C'est un réseau donc, qui s'est construit, et donc on s'est vraiment posé la question, est-ce que finalement, on est une bande de copains, hein, entre guillemets, et donc on a beaucoup d'histoires ensemble, il y a une confiance très forte qui s'est partagée, et donc est-ce qu'on va tout nous dire? Et est-ce que ce ne serait pas une autre évaluation si c'était quelqu'un d'autre qui venait? Et finalement, alors ça c'était ma posture au départ, je me disais c'était quand même assez biaisé, ça fait un peu success story de l'équipe de recherche et des producteurs. Finalement, en écoutant les acteurs qui n'avaient pas été impliqués dans le projet mais qui sont sur le territoire, on relativise un petit peu. Et on a eu accès à des informations qui n'auraient pas été passées à d'autres, en fait. Parce qu'on a pu se parler, mais ça, c'est vraiment... Et là, c'est très, très dépendant des cas et des situations dans lesquelles on se trouve. Et je voudrais juste rajouter ça. C'est pas toujours évident de venir faire une évaluation ex post. On a eu le cas au Brésil, donc dans d'autres cas, où finalement, la démarche d'indication géographique n'a pas abouti. Et c'est pas évident pour les gens de venir raconter leurs échecs. Et donc la situation de dialogue, elle est très différente dans ces cas-là. Et donc on a beaucoup plus de mal à tirer des informations par rapport à ça. Jérémy, Eric, tu voulais en parler après? Je voulais juste dire que dans les ateliers participatifs aussi, dans la méthode Impress, on nous a invités à inviter des discutants, c'est-à-dire des opposants à l'innovation, mais qui sont prêts à expliquer pourquoi et à discuter pour identifier justement donc des autres visions sur ce qu'on a fait, et ça a été assez riche parce que ça a permis d'identifier des choses auxquelles on ne pense pas soi-même, et essayer de tasser un peu ce biais qui existe toujours évidemment, mais voilà. Eric? Cette question du biais, nous on se l'est posée parce qu'en gros c'est la même équipe qui a mené les recherches qui a fait l'évaluation, et donc c'était vraiment une question déontologique, quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous on a vraiment insisté sur la mesure, quoi, la mesure des choses, avec des entretiens très fouillés au niveau des producteurs avec qui on avait travaillé, mais aussi avec des producteurs avec qui on n'avait pas travaillé, quoi. Merci. Est-ce que dans le biais, il n'y a pas eu un biais que finalement on a choisi des cas pour raconter des histoires sympas? Parce que le biais, ça peut être aussi... Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Si quelqu'un veut y réagir, Étienne y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que ça vous semble une bonne question? Vous ne voulez pas commenter? Non, mais... C'est un chantier transparent, on a dit, donc on peut quand même dire des choses. Non, mais Étienne en parlera, mais le premier biais, on peut dire, c'est certaines décisions en amont de sélection des cas. Puisqu'on avait aussi, au-delà de tous les critères que l'on a regardés précisément, il y a aussi le biais assumé d'une certaine représentation de l'institution. Donc ça, on l'a assumé complètement. Donc ça, c'est un premier biais. Mais Étienne poursuivra dans son... Okay. Il nous reste là, il nous reste quelques minutes. Donc moi, je vous propose qu'on fasse non pas un deuxième bloc de questions sur les mêmes choses, mais qu'on essaye de se poser un peu plus la question, et ce sera une bonne transition avec ce qui vient, le rôle de la recherche tel qu'on l'a vu dans ces cas-là. Est-ce que ça vous pose des questions? Est-ce que ça vous donne envie de poser des questions à notre panel très distingué? Levez pas tous la main. Ah, Jacques, il y a déjà une personne.
Préparez-vous. Merci. On m'entend? Oui. Oui. Donc moi, je me pose la question de la contribution de la recherche, évidemment. Enfin, c'est un terme qui a été dit. Au changement que l'on sait mesurer. Mais sait-on mesurer cette contribution liée à la recherche, à l'innovation, dans ce changement observé? Il y avait Christian. Ouais, je sais. Je cherche ce que j'avais vu lever. Il y avait Jean-Yves, voilà. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre encore. Ça marche. Bon. Ma question, elle est plus dans... Je ne vois pas de chemin, vraiment. Donc le titre, bien. Il apporte quelque chose, mais je n'ai pas vu de chemin. Et le seul chemin que j'ai vu, c'est une temporalité. Là, je vois un chemin. En dehors de ça, je n'ai pas vu de chemin réel. Mais bon, ça peut être... voilà, c'est ma question et qui va avec la recherche, hein, par de la recherche chemin, je ne sais pas. On a besoin de se faire un chemin. Moi, j'ai fait des chemins de traverse, on ne sait pas. Je crois qu'il y a un peu de tout et c'est là-dessus que je poserais plutôt la question. En fait, on voit une directive temporelle. Et en dehors de ça, j'ai du mal à voir où sont les chemins et pourquoi. Je vous rappelle, j'essaie d'avoir des questions sur le rôle de la recherche. Donc c'est... Voilà. On essaye. Driss, et puis il y avait Jean-Yves. Comme tu veux dans l'ordre. Merci. Jean-Yves Jamin, est-ce qu'il peut y avoir au CIRAD des recherches qui soient utiles sans avoir d'impact? Des recherches inutiles sans impact, ça y en a. Driss. Oui, Driss Azine, je me demande comment votre approche d'impact a été comprise et perçue par vos partenaires locaux. Est-ce que ça a amélioré vos relations avec vos partenaires, soit de développement, soit de recherche, ou même les agriculteurs? Est-ce que vous pensez que ça a été utile au niveau de vos relations partenariales? On prend une dernière question? Non? Bon. On va essayer d'organiser. Là, c'est plus difficile. Il y a une question ici? Ah, pardon. Une question, pas sur la recherche, mais sur le rôle de la formation. On sent dans les plusieurs cas qui ont été présentés que la formation est vraiment importante et a un effet direct sur l'impact. Et en retour, est-ce qu'on peut mesurer vraiment cette influence de la formation liée à la recherche sur l'impact? Et est-ce que ça peut améliorer les méthodes de formation, justement, dans la réflexion finale, pour qu'il y ait plus d'impact sur l'impact? Alors, je vais commencer par une question peut-être simple. Est-ce que les partenaires avec qui on a travaillé ou qui étaient sur les cas, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que cette démarche leur apporte quelque chose? Ça change la façon de travailler avec eux, qui c'est clair? Alors, comment dire, c'est pas simple à présenter aux acteurs ce genre de partenaires, hein, ce genre de méthode, quand on n'en a jamais entendu parler, et même quand nous, on est débutants dans la méthode, c'est ce qui nous est arrivé. Alors, ce qu'on a fait, pour le citer sur le cas, notre expérience, en fait, on n'a pas été jusqu'au chemin d'impact au départ. On a dit qu'on voulait faire une rétrospective et puis évaluer un petit peu les changements perçus par les acteurs. Et c'est que progressivement après qu'on a commencé à parler de carte d'acteurs. Le récit, il l'avait clairement identifié parce que c'est quelque chose qui est facile à saisir. Et le chemin d'impact, on l'a montré progressivement, on l'a construit progressivement et introduit subtilement, on va dire, mais c'est pas vis-à-vis. La dernière réunion à l'atelier de validation, on a présenté le chemin d'impact et la réaction de plusieurs personnes nous ont dit, parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose de beaucoup plus large au niveau de toute la région sud, en fait, avec les producteurs de vin, et enfin du Rio Grande do Sul et du Santa Catarina, ils disaient oula, mais est-ce qu'on va pas faire fuir les producteurs avec ce genre de schéma? Donc c'est un petit peu difficile à saisir. Cela dit, les résultats qui ont été démontrés ont été bien perçus, enfin, on l'avait dit dans la présentation. Donc finalement, c'est quelque chose qui est... il faut bien en parler en amont, en fait, et bien analyser la situation, où est-ce qu'on en est au niveau de l'innovation, pour pouvoir l'introduire et essayer d'adapter la méthodologie en fonction du contexte dans lequel on va se trouver. D'autres retours sur ça?
Ouais. Dans notre cas d'étude, nous, on avait choisi d'embarquer le CIRDES comme coporteur du travail, donc un partenaire scientifique du Sud. Et j'ai le sentiment que ça les a vraiment intéressés de participer donc, à la construction de la démarche, à tel point que bon, c'est même autorisé certaines libertés quoi, par rapport au cadre méthodologique qui était proposé par le chantier. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que de pouvoir outiller quoi, cette démarche sur la mesure de l'impact les a vraiment intéressés. Quoi. En fait, moi, je voudrais répondre sur 3 types d'acteurs différents. Parce que les éleveurs, par exemple, en participant à ces ateliers participatifs, ils ont enfin compris pourquoi il y avait des petits avions qui volaient au-dessus de leur terrain depuis plusieurs années. Et comme il y en avait qui avaient commencé à brader leurs terres parce qu'ils croyaient qu'on prenait des métrés pour les vendre à des gros groupes industriels, ils étaient contents d'enfin comprendre pourquoi, depuis aussi longtemps, des avions lâchaient des mouches, etc. Les politiques, ils voulaient même pas venir donc aux ateliers participatifs, mais finalement, quand ils ont vu ce qu'on a fait, après ils nous ont demandé d'aller le présenter à des conférences et tout. Mais eux, ils attendent qu'on quantifie beaucoup plus. Ils étaient intéressés par les chemins, mais ils ont dit que ça suffit pas. C'est un début pour eux. Et les chercheurs, eux, ils étaient super contents, les chercheurs partenaires, parce qu'ils sont curieux, comme c'est des chercheurs. Et du coup, ils ont été très, très intéressés par la démarche. Merci. On en reste là sur cette question. Alors, je ne sais pas comment on paie les autres. Il y a des questions qui n'étaient pas exactement sur le thème que j'essayais d'avoir, mais qui sont intéressantes. Est-ce que finalement, c'est autre chose qu'un chronogramme, le chemin de l'impact, qui est un peu l'interrogation hein, que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose que ça dans la... Guy ? C'est facile, hein, ça, pour nous. Hein. Oui, voilà. Mais c'est un point qui est important. Le chemin de l'impact n'est pas un chronogramme. Et on voit bien que, par exemple, sur le chemin de l'impact, on a des outputs à gauche qui vont donner des outcomes, mais certains outputs peuvent être produits complètement en fin du processus. On peut très bien avoir une thèse, encore aujourd'hui, sur le même processus. Donc, c'est une façon de reclasser la production de la recherche et de voir quel a l'effet sur l'outcome. De même qu'on peut avoir des impacts très tôt dans le processus, et pas à la fin. Donc, c'est plus un outil d'analyse et de réflexion. Ce n'est pas, et ça s'appelle chemin de l'impact, bon voilà, c'est le terme consacré, hein, mais ce n'est pas du tout un processus linéaire et comme on pourrait le lire classiquement. Alors, il faut bien faire. C'est pour ça que le récit est super important. Bon. Une autre question rapide, ça vous va ? Là-dessus, la question qui était, est-ce qu'on sait mesurer cette contribution, on parle, qui est très liée au chemin de l'impact ? Comment on fait ? Comment on a fait pour... Donc, ça a été une réelle question. Je relis là aussi la question sur le chemin d'impact. Ce qui est intéressant dans le chemin d'impact, c'est les cases, mais c'est surtout les flèches. Et donc, on s'est posé la question entre chaque case, quelle est la contribution de la recherche dans cette flèche ? Donc, quand on dit analyse de contribution, ça veut dire qu'on prend en compte qu'il y a plein d'autres facteurs causaux, externes, d'autres acteurs qui prennent aussi des rôles. On s'est demandé à un moment, est-ce qu'on va pouvoir dire un pourcentage ? La recherche contribue peut-être à 30%. Bon, ça, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. On a essayé plutôt, dans ce cas-là, de caractériser. En fait, le rôle qu'avait la recherche dans l'activation un peu d'un mécanisme à un moment. Et donc de voir, ce qui était intéressant, c'est de voir que on a essayé de mettre particulièrement les flèches dans lesquelles la recherche était nécessaire, mais pas suffisante. Donc c'était vraiment cette démarche-là, de se dire, et c'est ce qu'on a caractérisé aussi beaucoup avec le renforcement des capacités, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait à un moment que la recherche a activé quelque chose. Donc mesurer non, caractériser oui, pour essayer justement après de tirer des enseignements pour d'autres programmes similaires. Bon. On va en rester là parce que le temps passe. Une partie des questions, il n'y a pas eu de censure, même si Étienne m'a appelé pour me dire qu'il ne fallait pas que je réponde à cette question. En fait, c'est parce qu'elle rentre bien dans la session qui vient, qui est maintenant la culture de l'impact. Donc, on vous remercie pour vos questions. Vous voyez que c'est toujours difficile de gérer le temps sur un sujet aussi vaste.